Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui dans Papa Parle, nous accueillons Mathieu. Il va nous parler de son histoire, des premières difficultés lorsque sa fille est arrivée, et comment il a réussi à trouver un équilibre grâce à la discussion. I am the only daddy you got. I am the damn paterfamilias. Bienvenue dans l'épisode 7 de Papa Parle. Aujourd'hui, on change de format, une interview, mais j'ai amené des collègues avec moi. On sera 3 sur Mathieu, le pauvre. Donc aujourd'hui, nous avons Mathieu, Thomas et Anthony, qui était déjà venu, qui a déjà été interviewé. Et donc aujourd'hui, on s'occupe du cas de Mathieu, qui est un jeune papa. Toi, tu es né papa il y a combien de temps ? Je suis né papa il y a bientôt 2 ans, dans 1 mois et demi. Ok, d'accord. 2 ans dans 1 mois et demi. Et tu fais quoi dans la vie ? Eh bien, je suis comme toi. Je suis ostéopathe et enseignant à mes heures perdues dans le même domaine. Et papa, parce que ça prend un peu de temps aussi. Sans déconner. Un tout petit peu, ne serait-ce que la nuit dernière. Mais, Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière ? Eh bien, Anna était un petit peu malade. Et pour le coup, pour l'anecdote, je découvre l'intérieur du podcast un petit peu en retard ce matin. Oui, c'est vrai. Oui, donc malade, c'est-à-dire t'as passé la nuit... On a passé un début de nuit un peu agité entre les serpillères, les papiers, les désinfectants, l'antiémétique, enfin voilà, les joies de la période. Ok, et donc vous étiez quand même en équipe pour gérer ça ? Ouais, une bonne équipe, ouais. Une bonne équipe ? Ouais, l'un était avec chacun son rôle bien défini, ouais. mais une équipe bien déterminée à faire face à la nuit. Ouais. Face à ok, la nuit, l'ennemi, tout. Ouais. Ok, d'accord. On va revenir un petit peu en arrière. On aime bien faire ça généralement. À quel moment... Enfin, on a 2 questions souvent qui sont à quel moment tu as su que tu allais être papa et à quel moment tu t'es vraiment senti papa. Qui peut être potentiellement 2 choses différentes. Voilà. Ben, un peu comme Thomas, j'ai l'impression qu'il faut que je remonte un peu à la genèse du couple en fait. J'ai rencontré ma compagne durant un été. Et en fait, l'été d'après, grosso modo, on se mettait en couple. Et on découvrait qu'elle était enceinte. C'est-à-dire, elle... Alors en fait, vous êtes mis en couple et vous avez découvert, c'est-à-dire que non, vous ne saviez pas comment faire à la base ? C'est ça, on a découvert dans un livre. D'accord, ok. Non, en fait, ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble parce qu'il y avait une séparation géographique entre nous. D'accord, ça me parle un peu ça. Voilà, c'est pour ça que je dis, comme Thomas, il y a des similitudes en fait, il y a des choses qui vont se croiser un petit peu. Il faudra un jour qu'on interviewe quelqu'un qui n'a pas eu son enfant directement après avoir rencontré sa compagne. Ouais. Quelqu'un qui a réfléchi avant. Oui. Ça pourrait être pas mal. Ça. Mais alors, bon, pour le coup, ça va quand même être un petit peu différent. Parce que donc on se met en couple à peu près, on va dire en mai. Et au mois de juin, juillet, on était sur un événement sportif tous les deux. Et en fait, elle me décrivait des symptômes qui ressemblaient fortement à une grossesse. Et donc on se dit peut-être que ce serait intéressant de faire un test quand même. Et le test s'avère positif. Or, il n'était pas possible qu'on vive ensemble géographiquement parlant, puisque elle était enseignante en région parisienne et moi j'étais ici en fait. Et donc on a réfléchi longuement à comment faire, parce qu'on voulait finalement en fait quand même cet enfant. Et ça a pris. Il n'y a pas eu d'hésitation. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où il y a eu le test positif, et est-ce qu'il y a eu réflexion, hésitation Est-ce que je ressens un peu là pour mon premier podcast, un peu de stress. Un peu de stress et hésitation, ouais quand même parce que j'avais vraiment envie d'être avec cette femme et donc j'étais vraiment heureux d'être avec elle parce que le temps a passé avant qu'on se mette ensemble, on va dire. Et en même temps, il y avait cette problématique géographique qui faisait que j'avais cette sensation que ça allait vraiment être compliqué d'accueillir un enfant en même temps dans ces conditions-là. Et donc en fait, on a quand même décidé de mettre un terme à cette grossesse de manière assez
on va dire, précoce, on s'y est pris assez vite malgré tout, sans se précipiter, en essayant de peser quand même le pour et le contre, demander des avis, consulter la sage-femme, enfin les sages-femmes en l'occurrence. Et en fait, plusieurs mois après, l'idée trottait quand même pas mal dans la tête de se dire c'est quand même un peu décevant de ne pas avoir eu cet enfant. Et elle, en fait, en souffrait pas mal. Et un jour, on en a discuté et on s'est dit, écoute, peut-être que c'est jouable de tenter maintenant. Et en fait, advienne que pourra sur la mutation. D'accord, il y avait quand même encore un doute sur Ouais. le temps avant qu'elle vienne par ici, ou même la possibilité qu'elle vienne. Surtout sur la possibilité, parce qu'elle est enseignante et vous savez certainement, il y a une histoire de points alloués à l'attribution des postes. Et alors pour le coup, on ne savait pas si ça allait être jouable en fait. Et donc on s'est dit, bon, on verra. Et à partir de maintenant, on essaie. Et en fait, c'est venu super vite. Ouais, des fois comme ça. C'est venu super vite. Et donc, ça devait être donc, l'été 2017, où j'apprends que je vais être papa. Et je sais plus ce qu'était la question à la base, mais... Là, donc, été 2007, t'apprends que tu vas être papa. Voilà. Ok, donc tu sais que tu vas devenir papa. Mm. La sensation à ce moment-là? Et de quelque chose de réalisé, en fait. D'un acte manqué réalisé. Enfin, je sais pas. Ouais. En fait, vous étiez un jeune couple, mais vous aviez déjà fait beaucoup de chemin à ce moment-là. Ça faisait pas très longtemps que vous étiez ensemble, mais quand... Ouais, c'est vrai. Quand le deuxième test arrive, tu es prêt, non, déjà? Prêt à l'entendre, ouais. Prêt à l'entendre et prêt à me dire ok, on se projette et dans cette situation parentale, j'ai envie de dire. Mais dans le côté géographique et professionnel, pas du tout. On savait pas, en fait, ce que ça allait donner, mais prêt à l'entendre et hyper heureux de l'entendre, ouais, ça c'est sûr. Donc là, ce que j'entends, justement, c'est qu'il y a une... on en a déjà parlé un peu, mais sur le fait d'avoir envie d'un enfant, ouais. Il y a quand même une grosse part d'irrationnel, en fait. Parce que les conditions que tu décris, etc., n'avaient pas beaucoup évolué, pourtant l'envie est née. Et il y a un côté, même aujourd'hui, sur le monde tel qu'il est, sur le fait d'avoir un enfant maintenant, écologiquement, économiquement, et tout ça, c'est complètement irrationnel, et pourtant c'est plus fort que nous. Et est-ce qu'il y avait eu cette réflexion-là entre les deux? Est-ce que tu as été beaucoup influencé parce que tu voyais ta compagne justement qui avait été touchée par cette expérience? Toi, est-ce que l'envie a monté progressivement? C'est pas facile, hein, ma question. C'est pas facile. C'est vrai que j'étais pas mal touché par le fait que ça la travaille. Et j'avais l'impression qu'elle en souffrait, et on va dire psychiquement et physiquement. Il y a eu quelques symptômes et témoignages physiques d'un inconfort corporel, on va dire. Et je savais pas si ma lecture était bonne, mais j'avais l'impression que c'était un peu en rapport, en tout cas. Et c'est ça, pour le coup, c'est complètement irrationnel. Mais en même temps, cette envie grandissait quand même pas mal chez nous deux, finalement. Et peut-être encore plus que la première fois, pour le coup. Donc, mais t'as raison, ça dépassait une sorte de logique. Je te titille volontairement sur ce sujet-là parce que du peu que je te connais, je sais que la logique, le rationnel, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi, mais dans notre métier qui est l'ostéopathie, où justement souvent il y a beaucoup de choses qui ont été transmises de manière empirique, et toi je pense qu'une partie de ton travail c'est justement de rationaliser tout ça et d'essayer d'amener des choses sensées. Justement, j'étais très curieux de savoir pour toi comment tu vivais ça sur cet aspect. Avoir un enfant, il y a quand même une part où là, YOLO quoi, on lâche les chevaux quoi. Ouais, pour le coup, autant comme on dit, il n'y a pas de notice, ni sur le comment faire, comment avoir, dans quelles circonstances, est-ce qu'on est prêt, est-ce que la checklist est bonne, on n'a rien quoi. Il y a juste, comme tu dis, une espèce d'envie irrationnelle d'avoir un enfant avec notre compagne.
et qui est complètement opposé, tu as raison, à ce que j'essaye comment dire, d'amener à ma pratique, ou du moins à celle des étudiants, ou enfin voilà, d'un côté pour le coup reproductible, basé sur les sciences Par reproductible, il y a un truc qui colle aussi, reproduction, reproductive. ouais, ça match. Ça match. Mais c'est vrai que ça va complètement à l'opposé, ouais. T'as complètement raison, hein. Ouais. Et c'est pas grave en fait. Ouais, carrément. Bon, et vous découvrez que ta compagne tombe enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant la grossesse, est-ce que vous avez réussi à opérer la réunion familiale? Comment ça s'est passé? De mémoire, il me semble que ça s'est pas fait tout de suite parce qu'elle était encore en exercice à Paris. Donc il y a toujours cette question géographique en fait, hein. Et moi j'étais ici, donc on continuait à se voir malgré tout soit tous les week-ends, soit tous les 15 jours. En se déplaçant l'un ou l'autre, surtout moi à partir, on va dire, la fin du premier trimestre. Et en fait, elle a été assez vite rapprochée par son arrêt. Donc elle est venue à la maison. Et là, c'était vachement bien. Ouais. Pour deux raisons. C'est que pour la première fois, on était vraiment ensemble au quotidien, et se mettaient en place des affinités, c'est bizarre de dire ça alors qu'on est déjà en couple, mais Ouais, mais c'est quand même, vous étiez dans un autre mode de vie en fait, parce que vous aviez, pour l'instant, si je me trompe pas, connu que le distance, ouais, quasiment. Sauf l'été, mais oui, t'as raison. Ouais, c'est ça. distance, Donc ouais. là, c'est carrément une autre manière de vivre. Donc enceinte. Ouais, en plus, ouais, voilà. Ouais, enceinte. Avec une idée quand même de se projeter vachement plus dans l'avenir aussi. Oui, carrément. Et d'essayer d'anticiper justement une arrivée sur le secteur, un éventuel déménagement, parce que j'habitais un studio qui était minuscule. Ah, mais ça me parle tellement. C'est pour ça que je te regarde. J'habitais un studio qui était vraiment minus, et on se disait, mais au pire, on peut accueillir notre enfant quelques mois, mais pas plus. Et en plus, j'ai un animal, enfin bref, peu importe. Et donc ça faisait beaucoup, et t'as raison, on se projetait au fur et à mesure qu'elle était ici. Et puis finalement, on a dû déménager, on va dire, dans un logement de transit décembre, donc quelques mois après la rentrée. Et on a accueilli notre enfant donc en mars. Et c'est là qu'en fait, on devient papa. D'accord. Pour le coup, et je reprends tes termes, en fait, je suis devenu papa en mars 2018, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, en fait, on a redéménagé, pour le coup, parce que c'était, comme je disais, transit, on cherchait quelque chose en avril, donc un mois et quelques après son arrivée. Et donc tu dis on devient papa, c'est-à-dire que tu t'es senti papa quand tu l'as vu? Eh ben non. Non? C'est pour ça que... Donc tu deviens papa administrativement okay. et quotidiennement dans la répartition des rôles, dans l'accompagnement, dans l'accueil d'un nouveau-né, voilà. Mais je me suis senti papa, en fait, peut-être 3 semaines, un mois après. D'accord. J'étais pas vraiment en phase avec, je pense, mon rôle, et j'étais pas très bien, en fait. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai cherché, et je pense que c'est pour ça que ça me fait plaisir de participer, parce que j'ai cherché des clés de compréhension de pourquoi je suis pas bien, pourquoi ça va pas, pourquoi je suis pas dans mes pompes, enfin je suis pas bien dans mes pompes, sur des sites, des groupes sur Facebook, voilà, j'ai cherché des choses un peu rationnelles. Ouais. Est-ce que tu as trouvé des ressources qui t'ont aidé, qui t'ont intéressé et qui t'ont soulagé? Soulagé, oui, dans le sens où je me suis rendu compte que c'était commun et partagé par d'autres papas. Aidé, pas tellement, en fait. Pas tellement. J'ai tendance à favoriser la discussion et l'échange avec les gens pour dénouer des problèmes depuis quelques années. Et j'ai essayé de beaucoup communiquer, en fait, avec ma compagne, et je crois que c'est ça qui m'a aidé, en fait, au final. De lui dire, ben voilà, je suis pas très bien, ça va, le moral est pas au beau fixe, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça se passait pour elle? Eh bien, par rapport à quoi? Par rapport au début
de maternité, l'arrivée de l'enfant, est-ce que tu sentais que tu étais le seul à être pas bien dans l'équipe, sur les trois, ou est-ce qu'il y avait aussi, ou pour le dire autrement, est-ce que quand tu lui as dit ça, elle est un peu tombée des nues ou... Non, elle s'en rendait compte, je pense. Ça doit se voir en même temps, si tu vas pas très bien. Ouais, elle s'en rendait compte. Et non, elle est pas du tout tombée des nues, ça ne l'étonnait pas trop. Et elle était déçue pour moi, en fait, que je sois pas très bien dans ma peau. Et en fait, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait faire pour que que je trouve ma place, en fait. C'est un peu bateau comme expression, mais je trouve ma place dans cette famille, quoi. Alors on avait opté, elle avait opté pour un allaitement maternel exclusif. Et c'est vrai qu'au début, j'avais l'impression que mon rôle était un peu effacé de ce fait, et que j'étais attribué aux couches et à bercer, quoi, en gros. Et en fait, je me suis rendu compte que, ok, mon rôle, il n'est pas de donner à manger du tout dans cette situation-là, mais de faire en sorte que cet allaitement, que cette relation se passe au mieux dans un cocon familial qui est le plus positif possible, en fait. Et donc... Et toi, tu te sentais comment par rapport à l'allaitement? Tu étais pour l'allaitement? Tu aurais aimé participer à donner les biberons, par exemple, la nuit ou autre? Ou est-ce que tu étais vraiment un pro-allaitement quand ta femme t'a annoncé ça? Ou quand vous en avez discuté ensemble? Pro-allaitement, j'ai envie de dire, par ma profession, je ne suis pas pro ou anti. On va pas trop développer là-dessus, mais je pense que c'est bien d'écouter et de respecter chaque décision et de peser le pour et le contre, les avantages et les bénéfices et les risques. Profession mise à part. Oui. Toi, dans ton fort intérieur. J'y venais. Ah, fabuleux. Non, moi j'étais complètement pour. D'un point de vue personnel, je trouve que ça coule de sens d'essayer l'allaitement et de voir ce qui se passe. En fait, au début, justement, je pense que j'avais cette envie de donner le biberon. Et au fur et à mesure, j'ai accepté qu'en fait, c'était pas à moi de faire ça, puisque ça se passait bien, et puisque Anna, donc ma fille, et ma compagne étaient OK dans cette relation de maternité. Et en fait, mon rôle n'était pas là du tout, mais il était j'ai compris comme ça, dans le fait que ça devait se passer au mieux, en fait. Et je crois que c'est là qu'en fait ça a un peu changé dans ma tête et que je me suis senti un petit peu mieux. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc quand tu dis qu'au début tu te sentais pas bien, c'était surtout par rapport à la place que tu devais prendre, ou est-ce qu'il y avait aussi des gênes par rapport ne serait-ce qu'à la gestion, changement d'emploi du temps, le temps que ça prend, ou par rapport à tes loisirs, ou est-ce que je me permets de faire ça ou de pas faire ça, enfin voilà, est-ce que c'était surtout par rapport à ta place, ou il y avait aussi d'autres réflexions sur ça change la vie sur d'autres domaines? Non, t'as raison. Il y avait, j'aime beaucoup le sport, et pour le coup c'est vrai que j'étais... Ça fait très Miss France, j'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup le sport et les ONG. Et j'étais... En fait, non, j'étais pas gêné par ça. J'avais juste du mal à accepter que ça allait changer, mais j'étais pas gêné par ne plus en faire momentanément, parce que j'aimais bien cette espèce de moment un peu suspendu où on s'en fout de l'heure, où on aménage notre emploi du temps en fonction de cette nouvelle famille qui se crée. Et en fait, j'aimais bien ça, donc je m'en foutais d'aller courir, rouler, ou enfin peu importe. Mais par contre, j'avais du mal en effet à accepter, je suis un peu psychorigide là-dessus, les horaires, c'est paradoxal, hein, mais que les horaires soient bouleversés, et en même temps je profitais de ces moments où je regardais pas l'heure, et c'était un peu paradoxal. Je pense que c'est ça en fait, la situation devenait paradoxale pour moi. J'étais comprimé entre prendre mon temps et profiter de l'instant, et j'adorais ça, et cette espèce d'organisation militaire que je me donne un peu au quotidien, qui quelque part pour le coup venait à me manquer, et je voyais mes activités s'éloigner parce que j'avais plus cette organisation militaire, et c'était ça en fait. C'était ambivalent, quoi. Ouais. Ouais. Tu avais pris un congé paternité? Non, j'ai décidé de le prendre un peu plus tard, ouais, je l'ai pris 1 mois et demi après, je crois. Et au début j'ai aménagé mon emploi du temps, j'ai essayé de travailler plutôt par demi-journée et d'être là les autres demi-journées en fait,
pour suppléer, pour profiter, Est-ce que tu avais vu venir cet inconfort qui allait suivre l'accouchement, la naissance, est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu t'étais imaginé quelque chose de ce qu'allait être la paternité au début ou pas? Non, c'était... J'essaye de me remettre dans la situation. J'ai pas du tout vu venir ça, en fait. Pas du tout. Ça m'a... J'ai envie de dire, ça m'a pris au bout de 3-4 jours. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis super content, et en même temps, j'ai l'impression d'être déconnecté d'un rôle que je m'étais imaginé, en fait. C'est ça. C'est pas du tout comme je le pensais, en fait. Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Je m'étais imaginé quelque chose, un peu comme dans le livre, vous savez, où on est père et mère, l'un à côté de l'autre, avec un enfant, à profiter la journée, enfin, c'est stupide de dire ça. C'est quoi ce livre? Je le veux. Je sais pas. C'est peut-être des livres qu'on a dans notre enfance. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait partie de la majeure partie des moments quand même, de profiter à deux de situations non pas collées l'un à l'autre, mais en partage. Mais qu'en fait, le rôle d'un papa dans ma situation de maman allaitante, c'était pas celui-là en fait. C'était comme je disais tout à l'heure, moi je l'ai compris comme ça, de garantir le fait que tout se passe pour le mieux et de manière la plus sereine possible pour que notre enfant soit épanoui, stimulé, bien nourri, dorme, apaisé, serein. Enfin voilà, j'avais l'impression que c'était ça mon rôle. Et est-ce qu'à l'époque, parce que ça fait quand même beaucoup de chamboulements pour toi, en fait, entre le moment où tu es presque seul dans ton studio, le moment où ta compagne arrive enceinte, et puis le moment où vous êtes trois, est-ce que, après avoir analysé quand tu n'étais pas bien, est-ce que tu t'es dit, ah ouais, en fait, j'avais pas intégré toutes ces étapes aussi rapidement, peut-être? J'ai même pas regardé en arrière, t'as raison. Ça allait vite, mais c'était ok pour moi. Et j'étais content de voir ça. Mais j'ai même pas regardé dans le rétroviseur en me disant, mais ouais, en fait, on a fait plein de trucs là, en quelques mois finalement. Il y a eu plein de... On a monté plein de marches ensemble. Mais c'était ça qui était bien, c'est que c'était ensemble. Il y avait ni l'un ni l'autre qui décidait. C'était logique et c'était naturel en fait. Mais ouais, tu soulignes un truc important, Anthony, c'est que nous, on peut voir des patients qui vivent des fois des moments de vie très forts, et ça nous paraît logique qu'ils soient chamboulés psychologiquement. Et on a vécu donc un chamboulement, alors qui est heureux d'avoir un enfant, etc. Mais c'est quand même, en termes de changement de vie, quelque chose de très compressé en peu de temps. Et ça reste normal, en fait, d'avoir besoin de temps pour intégrer ça et de se sentir, comme tu disais, déconnecté à un moment, d'un peu, l'encéphalogramme plat pendant un moment où tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui se passe et tu dois tout rééquilibrer, quoi. Retrouver ton homéostasie. C'est ça, mais cette période elle fait du bien en fait, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est là où tu te poses des questions sur ok, comment je vais faire maintenant et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que ils reprennent juste un petit peu de rythme et qu'ils puissent reprendre un rythme sans qu'il soit forcé, quoi. Ouais. Et c'est là qu'on se pose des questions, je pense, intéressantes, mais c'est vrai que c'était un gros changement, énorme changement. Est-ce que les objectifs que tu pouvais avoir avant d'être papa ont évolué, même au niveau professionnel par exemple? Est-ce que tu as fait des croix sur certaines choses, ou au contraire ça t'a galvanisé et tu t'es dit j'y vais encore plus fort, ou voilà, est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tu as appris, par exemple, moi j'ai appris à faire le deuil de certains projets, parce que finalement à m'accrocher à trop de choses, je souffrais plus je souffrais en fait à vouloir faire trop de choses, et c'était pas humain d'avoir la vie de famille, la vie professionnelle, les loisirs, etc. Et je me sens beaucoup mieux à faire moins de choses. Ça, c'est mon vécu. Mais toi, comment t'as vécu ça? Pendant un an, je pense que j'ai tiré un trait sur pas mal de trucs, sur mes projets professionnels, sur mon activité physique, mais c'était d'accord, ça m'allait. Et je me disais, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et depuis maintenant quasiment un an finalement, mes projets ont doublé. Je me réentraîne, mais beaucoup moins qu'avant, mais je pense plus intelligemment.
Et d'un point de vue familial, on fait, c'est vrai, beaucoup plus de trucs aussi depuis un an. Il y a eu peut-être un espèce de cap pendant un an où on se cherchait un peu, on cherchait notre rythme, qu'est-ce qui est intéressant pour nous, primordial, de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce qui est nécessaire, est-ce qu'on perd pas du temps sur des choses. Enfin, je pense que ça nous a pris une bonne année en fait. Et puis après, finalement non, mes projets ont vraiment doublé pour le coup. Alors, C'est une volonté de ta part? Ça s'est fait naturellement? C'est des choses qui sont venues à toi? Comment ça s'est passé? il y a un peu les deux parce que j'ai pour projet d'aller vivre à l'étranger et pour le coup j'essaye de jalonner un peu le terrain pour dans le cas où la situation se présenterait favorable, ce qui n'est pas pour l'instant. Mais alors pour le coup je mets vraiment tout en place pour que d'un point de vue familial on puisse partir dans une situation confortable. Alors c'est vrai que les choses s'accélèrent un peu, mais j'ai oublié ta question, pardon, excuse-moi. C'était de savoir si tous ces changements, c'est pas, disons, la multiplication des projets dont tu parles, C'était volontaire, c'est si ça? c'était volontaire ou si c'était venu à toi un peu malgré toi. Enfin, C'est venu naturellement le fait voilà, que ça... naturellement, Ouais, le fait que ça puisse à nouveau être comme ça, c'est venu naturellement. Mais par contre, les envies sont venues à cette période-là, donc ça s'est un peu fait... Toi, tu attribuerais ça au fait que vous avez retrouvé du confort en tant que famille, en tant que couple dans l'organisation. Tu parlais d'une année pour trouver les marques, se roder, etc. Et tu penses qu'après, il y avait la disponibilité pour que les projets réapparaissent, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais. Le fait que les journées soient mieux organisées, qu'on arrive à se dégager du temps à l'un à l'autre, séparément et ensemble, les deux, et en famille, que les trois arrivent à coexister en fait enfin. Alors qu'avant c'était un peu pêle-mêle quoi. C'était on essaye et puis voilà. Tiens, on était ensemble tous les trois cette fois et puis tiens là j'étais tout seul, j'ai profité un peu. Puis après ça s'est un petit peu organisé en fait. Et justement par rapport à cette organisation, est-ce qu'il y a eu le choix de mettre votre louloute à la crèche chez une nourrice, de manière peut-être un peu plus factuelle? Factuel, ouais. Comment vous êtes organisé au quotidien, sur une semaine par exemple? Comment vous avez choisi que toi t'aurais du temps pour faire telle chose? Voilà, ça c'est le genre de choses c'est aussi pour ça que je fais le podcast, c'est comment les autres s'organisent et est-ce que je pourrais pas piquer des bonnes idées quoi. Bah, c'est vrai que pour le coup on est revenu à une organisation un peu militaire. Ouais. Et c'est vrai qu'on va pas rentrer vraiment dans tous les détails de toute la semaine, mais il y a des temps alloués, surtout le midi, pour moi, où je vais faire mon sport, où il y a d'autres moments où je rentre du boulot parce que ma compagne est à la maison avec Anna et où je prends le relais de la garde et où elle va faire son sport. Et il y a d'autres moments où elle va chez la nounou, soit dans des moments où elle était avec ma compagne seule pour que m'accompagner ces moments à elle, soit la majeure partie du temps parce qu'on est au boulot tous les deux et voilà, elle est en garde parce qu'on peut pas se rendre disponible tous les deux. Mais c'est vrai que cette organisation elle est devenue un peu rodée d'un point de vue horaire, ça c'est vrai. Et après le week-end on alterne et on a réussi à trouver des moments aussi où on pouvait avoir des activités qui nous plaisent à trois, par exemple comme tu disais, le paintball, le karting. Non, mais il y a des moments où, par exemple, on part courir, l'un court et l'autre est sur le vélo avec Anna, et puis on alterne. Et en fait, c'est des moments où on est tous les trois et on a notre activité chacun pour autant. Bon, ça, c'est des trucs valables pour des gens qui ont un bon cardio, quoi, globalement. Ouais, bonne idée, moi je prends ça. Pas mal, bien, hein. Le run and bike en famille. Ouais, mais c'est pratique. Et on peut sortir le chien en même temps. Exactement. Ouais. Ah non, bonne idée. Et comme tu me demandais des exemples précis, on a trouvé ça, et ça c'est génial quoi. Tu peux faire plein de trucs, ou d'aller bébé nageur. Nageur, on joue tous les trois, hop, un s'échappe, va nager un petit peu, on inverse, l'autre va nager un petit peu, on rejoue un peu tous les trois, hop, on s'en va, et on a passé un bon moment tous, et tous les trois, et d'un point de vue singulier, enfin c'est cool quoi. Mais c'est vrai que c'est redevenu un peu, bon pour le coup militaire. Ok. Ouais. Okay. Tu sais, tu peux dire organisé et tu auras le même effet. Oui. Sans connotation, c'est vrai. Bon, mais si tu veux, après, moi. Et si tu dis militaire, c'est qu'on a pu te faire ce retour-là? C'est-à-dire qu'on a pu te dire je crois que ça, c'est t'étais un peu contrôle fric. C'est ça. Non, mais on va dire organisé, t'as raison, c'est organisé. Moi, je voudrais te demander
comment ça se passe, justement, l'organe décisionnel dans le couple, quoi, disons. Comment vous prenez vos décisions? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord et il y a débat et tout ça? Est-ce que vous êtes tout le temps d'accord? Comment ça s'est passé sur tous les choix que vous avez faits et que vous faites? Alors, surtout nos choix familiaux, généralement, on discute quand même. On discute et qu'est-ce que t'en penses? Hop, l'autre argumente. Et bon, on a l'air de pouvoir trouver un terrain d'entente sur ce sujet-là, où on doit modifier un petit peu. Enfin, généralement, ça se passe plutôt bien. Les seuls moments de discorde, c'est sur tout ce qu'on trouve sur Internet, parce que je suis un peu science geek. Et en fait, j'ai l'impression que ma compagne est un peu devenue. Et pour le coup, c'est les seuls points où on a vraiment une discorde. Mais sinon, on s'entend sur plein de trucs en discutant en fait. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais des points de discorde sur les éléments que vous trouvez sur Internet ou sur des sujets spécifiques, ou sur le fait d'aller trop souvent sur Internet pour valider des choses Ah non, oui, c'est vrai que la présence sur le téléphone nous insupporte l'un et l'autre, parce que parfois on est un peu trop à lire des parutions, des études, des rapports, etc. Même si ça nous intéresse, mais le soir par exemple, c'est des moments qu'on doit avoir tous les deux et c'est un peu gavant. Et pour l'un et pour l'autre, je le reconnais à 100%. Mais non, c'est surtout sur des parutions, des avis, sur l'interprétation d'études, etc. Ah bref, oui, d'accord. C'est surtout là-dessus. Mais sinon, dans le quotidien, sur l'organisation familiale, l'organisation de la garde, des activités, généralement, on discute pour trouver un bon terrain d'entente qui va le mieux à l'un et le mieux à l'autre. Ouais. Ok. Moi, j'ai une question juste pour finaliser un peu l'histoire. C'est est-ce que ta femme a eu sa mutation? Est-ce qu'elle Exactement. travaille? C'est la question que je voulais poser. En fait, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Merci Toto. Merci. Il y a encore un gros suspense. Elle a eu une mutation, alors qui est sur le secteur, qui est pas attribuée à un établissement en particulier. Donc tous les ans, elle est peut-être amenée à changer. Mais là, en ce moment, elle est à 20 minutes de la maison. Cool. Donc hyper confortable. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'en fait, à l'issue de la première année, on a pu à nouveau s'organiser. Oui. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, tu as complètement raison de recadrer, c'est qu'avant, elle était à Nantes et pour nous, ça fait 1 heure de route. Et pour trouver quand il n'y a pas trop de bouchons. C'est ça. Et pour trouver des moments, en fait, à nous, ou la famille, ou à l'un ou à l'autre, c'était vachement compliqué, quoi. Et pour réaliser des projets aussi, c'était pareil. C'est vrai que depuis qu'elle est dans le coin, et ça coïncide avec cette année, en fait, c'est vachement plus facile de s'organiser et d'avoir ses activités et de se donner du temps, en fait, pour nous. Donc elle a eu sa mutation, elle a pu reprendre le sport, parce que c'est une athlète à la base, aussi. Et là-dessus, ça me fait plaisir parce que je la retrouve épanouie, en fait, dans un truc qu'elle aime vraiment et qui lui manquait, sincèrement. Et je pense qu'elle a aussi eu du mal à trouver sa place en tant que maman, pour le coup. Alors on est là, on parlait de papa, mais à trouver ce juste milieu entre maman allaitante, parce que ça prend du temps, et surtout en exclusif, et elle allaite toujours, en fait. On est à 23 mois maintenant, et elle est toujours allaitée. Et comment je fais pour m'entraîner et retrouver du plaisir à l'entraînement, d'un point de vue corporel, et en même temps du plaisir d'un point de vue niveau, quoi. Donc ça a pris vachement de temps aussi pour elle, et je pense que ça a pris en gros 1 année aussi, à peu près. Donc tout coïncidait bien au bout d'1 an, en fait. Je crois. Ouais. J'aimerais partir sur un autre sujet, toujours par rapport à la paternité, mais justement ton rôle de papa. Si on peut à nouveau faire un petit flashback sur toi en tant qu'enfant, comment tu as reçu, comment tu voyais le rôle de tes parents, de ton père, et puis comment tu t'es projeté et comment c'est maintenant vraiment, en fait. Tu vois, entre les idées que tu te faisais de moi je vais pas transiger, ce sera comme ça, ils auront que des jouets en bois d'arbre, comme disait Florence Foresti, des trucs comme ça, et les trucs sur lesquels tu as lâché, ou alors tu as été plus contrôle fric, etc. Ouais. Voilà. Toi, quand tu étais déjà enfant, tu avais quelle vision de ton papa? Et puis, est-ce que ça a influencé ce que tu es aujourd'hui? J'imagine un peu, mais... Grosse question. Hein. Très grosse question. Est-ce que, peut-être pour t'aider un peu, est-ce que ton papa était présent? Et s'il était présent, est-ce qu'il était présent plutôt pour cadrer, organiser? Est-ce qu'il était présent
pour vous consoler? Est-ce qu'il était dans les jeux, pas les jeux? Enfin, tu vois, quelle place il prenait? Ouais. Alors, j'avais des parents, et l'un et l'autre, qui travaillaient vraiment beaucoup. Et donc, on a passé une bonne partie de notre enfance avec une nounou à la maison. Et quand papa était là, c'était quand même un papa assez tendre, mine de rien. Je dis mine de rien parce qu'il incarnait aussi ce rôle de pater, quelque part. Pater familias. Ouais, c'est ça. Donc, mais quelqu'un d'assez tendre, un peu gauche. Alors, gauche. Gauche maladroit dans la manière de s'exprimer, dans la manière dans la gestuelle, dans l'attention, un peu gauche. Pas très à l'aise, je pense, avec ça, mais assez tendre et assez présent. Et pour le coup, maintenant que tu poses la question, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être... alors gauche peut-être, je sais pas, faudra demander à ma compagne, mais en tout cas j'ai cette envie d'être le plus tendre et donnant de l'amour à ma fille, ça c'est clair et net. Et j'ai l'impression, je crois que c'est toi qui disais ça, Thomas, qu'en fait on devait être un peu un guide, non pas d'imposer les idées. C'est peut-être Anthony qui, quand on l'a dit tous les trois. Ouais, je sais pas. Moi j'ai le souvenir que c'était Anthony... Pierre-Yves qui disait que. Ah peut-être, mais je me rappelle. Mais je prends. Anthony disait qu'il voulait pas être le prof de ses enfants, mais oui. peut-être plus être là pour guider. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu cette sensation aussi en fait d'être de la consulter en fait. T'en penses quoi? Ok, t'as l'air triste. Ben, voilà, sois triste, je suis là. Si t'as besoin de mon épaule, je suis là quoi. Je pense que je reproduis en me nourrissant de podcasts, de lectures, voilà, qu'est-ce qui a l'air le plus pertinent aujourd'hui. Est-ce que tu as des lectures à nous conseiller? Des choses qui t'ont marqué ou des podcasts, ou enfin des sources quoi qui... J'en ai pas. Alors c'est vrai que les lectures sur par exemple les théories de l'attachement de Bowlby m'ont intéressé. Et alors dans le cadre de ma pratique, je suis une formation en hypnose thérapeutique. Et dans l'hypnose thérapeutique, on accorde vachement d'intérêt à la relation, en fait, quelle qu'elle soit entre un parent et un enfant, entre un patient et un soignant, ou entre un mari et une femme. Et j'ai pas une lecture en particulier à recommander, mais de faire naître d'une relation la plus stable et la plus claire, on va dire, possible, quelque chose me paraît vraiment important, quoi. Donc en fait ça sous-entend la discussion, l'échange, les avis, réceptionner les sentiments, voilà. C'est comme ça que je vois mon rôle de papa, je crois, du coup. Je sais pas si... Bah ouais, non, ouais. Carrément. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des sujets éventuellement de discorde par rapport à... Alors elle est toute petite pour l'instant, mais sur l'éducation d'Anna, sur certaines choses à faire, à pas faire, sur l'alimentation, on en a parlé la dernière fois, les écrans. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a eu des dissonances ou globalement vous aviez un fil conducteur qui se tenait? Alors c'est vrai que sur les écrans, je reprends les thèmes un peu un par un parce que c'est vrai que pour d'autres papas ça peut peut-être les intéresser. Sur les écrans on est assez d'accord, encore une fois on est un peu science geek tous les deux. Et on essaie de ne pas être extrême dans nos interprétations, mais on est relativement d'accord pour dire qu'au moins avant 3 ans, on va éviter les écrans. Donc la télé est tout le temps éteinte quand Anna est là, en fait, tout le temps. Et on essaie d'utiliser le téléphone le moins possible devant elle. Pas facile. Super dur. Ça ne fait que 3 heures par jour et par parent. Ouais, c'est ça. C'est un beau résultat. Pour le coup, c'est hyper malhonnête parce que je le fais, mais j'essaye, en tout cas, de ne pas trop le faire. Concernant la nourriture, t'as au moins un peu de culpabilité, quoi. Ouais, carrément. On va appeler ça conscience de ce que tu fais. Ouais, c'est pas bien, mais j'y travaille. Sur l'alimentation, on était carrément d'accord sur le côté diversification, sur le côté lui soumettre les aliments à toucher, à palper, à sentir, etc. On a fait pas mal de trucs là-dessus. Sur la parole avec les signes aussi, on a fait plein de trucs avec les signes à partir de 7 mois. Et là-dessus, on était carrément d'accord. Moi, j'étais pas trop dans aller chercher les signes, etc. C'était ma compagne qui était hyper moteur là-dessus. Et moi, je suivais, et j'apprenais avec elle. Et là-dessus, on était carrément d'accord.
Sur quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre comme thème? C'est les deux Sur principaux l'allaitement, on thèmes. était OK. L'allaitement, t'en as parlé. Je sais pas s'il y a d'autres Les thèmes seuls- sur les... Les seuls points de désaccord qu'on a, c'est parfois sur l'attitude qu'on a envers Anna, en fait. D'accord. Sur le fait de parfois s'emballer, s'énerver un peu, ou quand on est dépassé, quoi, quand on est crevé de la journée. Mais c'est pas un désaccord, on se fait la remarque, quoi. Là, tu vas un peu fort, quoi. Mais l'un comme l'autre? Ouais, Ou c'est t'as vrai que l'impression des j'ai fois... l'impression de faire plus de remarques, moi, là-dessus. Ouais, d'accord. Et vous arrivez à trouver un terrain d'entente là-dessus, ou par exemple, toi, quand tu craques, passer le relais facilement Alors, un terrain d'entente, quand l'un fait la remarque, je pense que l'autre sait jamais trop comment réagir, mais on s'efface vite, en fait. Ok, et on s'en va. Vous avez conscience, malgré l'énervement sur le moment, que voilà, c'est too much et vaut mieux les Ouais, décompresser c'est avant ça, de... que ça va un peu loin et qu'on était d'accord sur le fait de ne pas aller loin et pas trop crier. Et donc on s'efface assez vite là-dessus. Donc, mais désaccord dans le sens où parfois on peut dire à l'autre peut-être de manière un peu maladroite, là t'es en train de gueuler là. Et là-dessus, je pense que c'est le seul point où on est un peu en désaccord. Vous n'avez pas concernant trouvé Anna. de mots de passe ou de choses comme ça? Non, artillerie. On reste dans le thème militaire quand même. C'est vrai. C'est ça. Non, mais parce qu'on est parti de Call of Duty à la base. Ah oui, c'est vrai. Oui, avec tes voisins de cabinet qui ont tendance à jouer un peu trop à Call of Duty. Oui. Ouais, ok, d'accord. Et peut-être sur l'avenir en fait. Est-ce que comment tu te projettes en tant que papa? Bon, on a compris que tu voulais être peut-être un guide, de l'accompagner, d'être une épaule pour elle. Est-ce que tu t'es imaginé le futur quand elle grandira, les premières étapes, enfin toi est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Peut-être pas, hein, mais voilà. Si, mais alors le futur, je l'envisage pour l'instant parce qu'on parle d'un deuxième enfant. J'avais ça en tête. Merci de précéder notre question. Qu'on savait pas très bien comment poser, tu vois, comment ça se regardait, ça se demande pas, bien sûr, ça se demande. Ça se demande et ça se demande pour nous aussi en ce moment. Donc le futur, je me questionne plutôt par rapport au fait qu'on soit potentiellement 4 et pas par rapport à juste Anna en fait. Donc c'est flou parce que c'est pas là. Parce que c'est pas la situation et parce que pour l'instant je me sens pas ok pour accueillir un autre enfant, donc pas ok par rapport justement à l'organisation militaire ou sur d'autres aspects moins rationnels peut-être. Par rapport au voyage peut-être, enfin au voyage, installation dans un autre pays, je veux dire. Ouais, il y a un peu de tout ça en fait, comme c'est flou à nouveau. Ouais, ok. Je crois que j'arrive pas à savoir. Mais en fait, je me dis que la dernière fois, on s'en foutait. Vous avez fait pire. Voilà. Sauf qu'à l'époque, en fait, ça n'engageait que 2 adultes. Là, C'est ça. Maintenant, en fait, tu engages aussi. T'as raison. Voilà. Donc, la vie de famille à 3, et c'est pas toujours évident de prendre des décisions beaucoup plus importantes, ou même des fois même moins importantes qu'avant, parce que là, tu engages aussi ta vie de famille globale et pas forcément juste le couple. T'as raison. Et vous l'avez bien fait de l'amener, il recadre vachement bien. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Il passe son T'as temps raison. à gérer des dizaines de personnes. Donc, C'est ça. Non, mais t'as carrément raison. Je pense que c'est ça en fait qui me questionne. C'est que si avec nous encore, bon, ça doit, ça doit être ça. Dans pas longtemps, Anna va vous dire aussi ce qu'elle veut. C'est vrai. Logiquement. Tu parles par rapport à un enfant ou par Par rapport à un enfant, par rapport à plein de choses, mais par rapport à un enfant. C'est vrai. Enfin, je vais faire une courte parenthèse pour dire que nous, donc moi j'ai une fille qui a 1 an de plus que la tienne, où on se posait un petit peu la question, mais il y a 1 an, mais on n'était pas psychologiquement prêt. Enfin, c'était plus théorique qu'autre chose, et sans savoir si notre fille était prête ou pas, et enfin si elle aurait voulu ou pas, et finalement maintenant elle nous dit très clairement qu'elle veut. Bon, elle dit qu'elle veut 3 petits frères et 3 petites sœurs. Et t'as négocié, c'est ça? Elle apprend les chiffres en fait, elle débute un peu, mais bon. on se rend pas compte encore 3. Elle se rend pas bien compte. On lui a dit que ce serait 1. On lui a dit que ce sera 1 et un chien. C'est une bonne négo. Ça passe. Ouais, pas mal. Ouais. Pour faire suite, j'avais déjà dû raconter cette anecdote de mon fils qui vient me voir pour me dire papa, je veux une petite sœur, et puis tu mettras la petite graine, puis t'y penses quoi.
Il avait même trouvé le prénom, Rosette. Enfin, bon, ça, je pense qu'on va grosse négo là-dessus. Et là, vous êtes venu chez nous, là, Anthony, avec tes enfants. T'es une toute petite, une petite fille. Et franchement, il a passé son temps aussi à s'occuper de Lou. Et à la faire descendre les escaliers, à l'habiller, la déshabiller, machin. Et ouais, ok, d'accord, je commence à comprendre un peu le message. D'accord. Est-ce qu'il te faisait des clins d'œil à chaque fois, Pierre-Yves? Ouais, on était presque là-dessus, vraiment. L'intelligence des enfants à faire des messages subliminaux aux parents. Bah, la nôtre, elle aide son bébé, alors je sais pas si c'est un message. C'est un début, oui. Bah, le science geek en toi, tout de suite tu penses neurone miroir, quoi, j'imagine. Peut-être. Ouais. Peut-être. Non, mais c'est vrai que la question d'un autre enfant se pose clairement, mais pas pour l'instant pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce qu'il y a plein de projets en cours, parce qu'on ne sait pas comment vont se réaliser ces projets, s'ils vont se réaliser ou pas. Et donc Anna, dans l'avenir, c'est pareil, c'est flou. Je sais pas. En tout cas, je l'imagine pas seule. C'est sûr que j'aimerais bien avoir un autre enfant et qu'elle puisse avoir un petit frère ou une petite sœur. Mais non, je sais pas en fait comment projeter ça. En tout cas, j'essaye de faire cet accompagnement le mieux possible pour qu'elle puisse soit transmettre des choses à un petit frère ou une petite sœur aussi, soit s'exprimer au mieux par rapport à ses envies. C'est vraiment quelque chose dont on a envie, ça aussi, qu'elle puisse nous dire clairement, voilà, j'ai envie de ça. D'où au départ le langage des signes peut-être. Exactement, ouais. c'est ça. C'est cette envie de communiquer assez tôt en fait qui nous a animés voilà, je pense que c'est le truc qui nous anime, c'est qu'elle exprime ce qu'elle ressent, de ce dont elle a envie et pas envie d'ailleurs. Et peut-être garder cette communication à l'avenir aussi. Ouais, je crois. De garder le contact et de pouvoir... Ouais, j'ai vraiment envie de ça, ouais, c'est vrai, t'as raison. On souligne des bons points ici. Ouais. On te fera la facture à la fin. D'accord. Pour la séance. Moi, je voulais revenir sur ton envie de changer de pays. C'était une envie que tu avais avant déjà ou pas? Et est-ce que du coup, c'est un obstacle dans la vie de famille ou tu as intégré ça vous intégrez ça dans le projet familial? Comment ça s'articule? C'était une envie que j'avais depuis 2015, enfin qui est née en 2015 pour le coup. Et ça s'articule, je pense qu'on a une volonté commune de voir ce qui se passe ailleurs. Ça a parlé à ta compagne aussi Ça lui parle, mais ça lui est pas réalisable pour l'instant. Elle se voit pas franchir le cap en fait pour l'instant. Donc pour elle c'est un peu flou aussi, surtout. Pour moi ça se décide vraiment maintenant, mais pour elle c'est clairement flou parce qu'elle se voit pas lâcher ses attaches familiales aussi qui sont importantes pour elle. Et ça je le respecte à 1000%. Donc pour l'instant ça se fait pas pour ça en fait. Et comme on veut accorder du crédit à notre communication et à notre famille, j'entends carrément qu'elle veuille rester en proximité, même si c'est une proximité relative, parce que en fait, ça habite l'est de la France. Là aujourd'hui, on est à Guérande, et donc c'est hyper loin. Donc qu'on soit à l'étranger ou en fait en termes de temps, c'est pareil. Essayez le Pays de Ré. Le Pays de Ré, voilà, vous changez de pays. Le Pays de Ré. Vous passez Sud-Loire. C'est vrai. T'as raison. C'est une toute autre culture. Hein. Après, il y a la Vendée, si tu veux vraiment un grand changement culturel. Vas-y doucement, j'ai des origines ventre à chaud. Pardon, on n'avait dit pas les origines. Je sais plus ce qu'on disait avec nos bêtises, mais ouais, non, c'est quelque chose qui nous questionne, c'est clair, et dont on a bien envie, mais on ne sait pas comment le faire. En tout cas, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Ok. Est-ce que vous avez, enfin moi je tends à conclure, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses qui vous viennent? Une question qu'on s'est déjà posée, je vais peut-être la modifier un petit peu, mais la question c'était si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu te dirais en tant que futur papa ou maintenant que tu sais ce que tu sais, et qu'est-ce que tu aimerais dire au futur papa ou au papa actuel, enfin voilà, sur peut-être un conseil ou peut-être les questions qui ont été les plus fortes pour toi, enfin voilà. Tu veux dire si je devais... Si par exemple Marty arrive avec le doc, il dit t'as le droit à un voyage, un aller-retour, tu vois, tu peux revenir déjà, à quel moment tu reviendrais et tu te dirais quoi? Est-ce que tu reviendrais au moment où elle arrive ou même avant, ou avant de prendre la décision d'avoir un enfant, enfin tu vois?
Ça, je modifie un peu la question avec le truc de Super. quand est-ce que tu reviendrais. J'ai adoré. Marty et le doc, super. Hein, pas mal, ouais. Ouais. Et en 39-45 et je tuerai Hitler. Oui, non, mais D'accord, on va. J'inventerai les préservatifs en 1930, 20, je sais pas. Je pense que je reviendrai juste avant le moment de blues, en fait juste avant la naissance, je pense. Et je dirais à mon moi, ce qui serait... Après qu'il ait fait une Avant. perte de connaissance en te voyant toi-même, C'est ça, voilà, donc il revient à lui. j'essaierai d'interagir le moins possible avec l'environnement. Bah oui, parce que tu peux changer le futur ouais, et tout carrément. ça. Donc ça sous-entend que ton présent actuel te plaît si t'as pas envie de le changer. Ouais, Ok. carrément, Ok, carrément. Mais on pourrait changer quand même 2-3 petites choses. d'accord. Et j'aurais tendance à lui dire accepte. Te pose pas trop de questions, juste accepte les choses. Et en fait, ça coule toujours. Ça va, tu vas trouver des solutions. Ou en parlant, tu trouveras des solutions, mais discute et accepte. Et c'est tout ce que je dirais, je crois. Juste ça. Ok. Ouais. Accepter, des fois, ça peut être difficile. Bah, Est-ce que tu as eu des outils qui t'ont permis de lâcher prise ou d'accepter? Enfin, je sais pas. Ou alors ça s'est fait avec le temps. Bah, pas simple. Hein. c'est une psychanalyse. Alors, je dis ça parce que voilà, la discussion en elle-même peut être un outil Ouais. très Ouais. fort, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses, par exemple, d'aller te défouler un bon coup de temps en temps? Est-ce que tu as trouvé des aides auprès d'amis, famille, ou moi ça a été un travail personnel voilà, sur libération émotionnelle. Voilà, ça a été des choses qui m'ont beaucoup aidé sur les moments où je pétais des câbles. Est-ce que toi, au-delà de la discussion, tu as eu d'autres choses, peut-être ou pas? Non, j'en ai pas eu tellement. Parce que je crois qu'au début, je cherchais à comprendre. En fait, c'est ça. Je cherchais des clés de compréhension et me dire mais pourquoi, comment ça se fait, mince, comment je peux résoudre ça. Enfin voilà. Alors qu'au bout d'un moment, je me suis dit les choses vont forcément changer au bout d'un moment. Soit parce que tu vas prendre tes marques, soit parce que tu vas trouver des solutions avec ta compagne, soit parce que tu vas sentir chez Anna qu'il faut faire ça. Et en fait, je me suis dit, en fait, les solutions, elles vont venir peut-être toutes seules. Donc, c'est ok, voilà, laisse tomber, c'est ok, ça passera quoi. Et, D'accord. c'est comme ça que j'ai vu le truc. Hein. Après. Et est-ce qu'au début où tu t'éprouvé des difficultés comme ça, est-ce que dès le début tu t'es dit je vais en parler à ma compagne, ou est-ce que tu t'es dit non, attends, faut que je règle ça tout seul, intérieurement, et puis... Ah bah non, le pater. Ouais, il y a l'ego qui t'a cassé les burnes à un moment. L'ego était là. Il me disait, tu fais face, mon gars. Un mois, c'est allé vite quand même. Ouais. C'est-à-dire Si ça t'a pris qu'un mois pour te dire je vais peut-être m'ouvrir et en parler un peu, moi je trouve que c'est allé assez vite. C'est vrai, ouais. Mais on n'est pas là pour juger, mais bravo, t'es excellent. Ah, merci. Moi, j'ai trouvé ce mois super long pour le coup. Ouais. Oui, parce que l'intensité peut être importante. c'est Ça. ça. La notion de temps, Mais, le doc le dirait, c'est fluctuant. Carrément. Mais oui, c'est relatif. Et, ouais, c'est vrai que c'était quand même super long, mais ouais, non, j'ai trouvé ça très long quand même. Mais il y avait ce côté pater. Ouais, pater, t'es un bonhomme quand même, quelque part. Ça, c'est éducatif. Hein. J'y peux rien, je pense. Enfin, si, mais qui me disait, ben voilà, tu restes dans ton rôle. Voilà, toi, t'es là. Le soir, si elle est fatiguée, ben, tu fais à manger. Tu demandes de quoi il y a besoin. Enfin, mine de rien, tu dis le côté pater. Tu restes là, tu fais à manger. Ouais, ça, ouais. c'est maintenant. Le pater, Le pater, c'est qu'est-ce qu'il y a à manger. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais Ouais, pater c'est ça. dans le sens. Le pater familial, c'est ça. Il ouais. s'assoit. Bon, ben, T'as raison. ce soir, je vais être cool. Je vais pas lui demander qu'elle m'apporte mon café, quoi. Ouais, je comprends. Non, mais tu te posais pas de questions, plutôt ce que tu veux dire sûrement, Ouais. c'est que tu te posais pas de questions et c'était à toi de gérer si elle pouvait pas. C'est ça. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. T'es C'est le mec de la maison. tu tiens et la baraque, Tu tiens quoi. la baraque parce que. t'es un bonhomme, mon gars. Voilà, T'as pas d'épaule, mais t'es un bonhomme. C'était un peu ça, ouais. C'était exactement ça. Et puis après, ça s'est un peu effacé, quoi, au final. Ok. Mm. Très bien. Ben, écoutez, Mathieu, déjà, merci de nous avoir accueillis, d'avoir accepté de faire ce podcast un dimanche matin post-gastro pour ta fille. À Là, 4, à 3 sur moi. attends sur toi. Non, vraiment, merci beaucoup. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas, je trouvais que c'était très riche et hyper intéressant. Ouais. Vraiment. Et puis très touché que tu aies pu nous partager tout ça. Mm. C'était assez fort. Il y a un moment, j'ai tremblé un petit peu. Ah. Ouais, vraiment,
Le petit chimiste est dans ma tête. Et là, Ah, donc t'as des références YouTube. oui, oui, Ken Kojandi, Ok. pas mal. Que je recommande. Voilà. Sur les enfants et ce qui se passe dans leur tête. Ces drogués là qui bougent tout le temps. Un dernier mot, Mathieu, est-ce que tu as des dédicaces à faire? Non, j'ai pas de dédicace. Je suis content de parler, mais pas pour moi, on s'en fout, parce qu'encore une fois, j'aurais été hyper content, vraiment, d'entendre des témoignages d'autres papas et d'autres mamans d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des podcasts comme ça qui existent entre mamans qui ne concernent pas un sujet particulier, ni l'allaitement, ni la grossesse, ni juste être maman. Mais j'aurais été content d'entendre ça en fait. Bah, d'ailleurs, je rebondis, il y a un podcast pas si vieux que ça qui s'appelle, je crois, la matrescence. Absolument. Ouais, matrescence, qui parle vraiment du fait de devenir maman. Avec tous les chamboulements qu'on a pu évoquer pour nous en tant que papa, mais pour la mère. Ok. Donc voilà. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais. Moi, j'aurais rajouté une chose, c'est que ces podcasts qu'on écoute, c'est extrêmement important pour les papas ou les mamans, parce que ce sont que des partages d'expérience. En fait, il n'y a pas de conseils en disant il faut faire comme ça, il y a une bonne ligne de conduite à suivre, parce que finalement, il n'y a pas de bouquin qui existe pour être papa. Ouais, c'est peut-être ça qui nous déstabilise à certains moments de notre vie, parce qu'on aimerait bien que quelqu'un vienne derrière nous dire bon, maintenant lève la main droite, fais comme ça, agis comme ça. Et en fait, non, pas du tout. Tu te retrouves face avec cette situation un peu compliquée. Et... J'aurais bien aimé un ratatouille, un ratatouille spécialisé en paternité que je foute sous mon chapeau. Oui. Ça aurait été pas mal des fois. Et moi non, parce que je perds mes cheveux et j'ai pas envie qu'on tire. Ah oui, non, ouais, d'accord. Okay. Mais le chapeau t'irait bien. C'est vrai. J'ai une tête à couronne. Bref. Bon, eh bien, merci à tous. Merci pour ce super épisode. Merci Mathieu. Je rappelle à tout le monde, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, à mettre des bons commentaires, 5 étoiles, etc. etc. On n'est pas très très bon en communication, mais on va s'améliorer petit à petit, on découvre tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je suis ton père. Alors je dirais que Mathieu, c'est un papa très investi, dévoué dans son nouveau rôle, avec beaucoup de bienveillance. En fait, il a d'abord été notre plus grand soutien dans la mise en route de l'allaitement, mais également dans la poursuite de celui-ci. Avec le recul, les choses se sont installées assez naturellement. Alors même s'il a éprouvé des difficultés pour créer sa propre et unique relation avec Anna, aujourd'hui je pense qu'il a trouvé sa place, son équilibre. Il est surtout patient, très à l'écoute des besoins d'Anna. Et même si Anna est encore très fusionnelle avec moi, alors peut-être que l'allaitement y est pour quelque chose, je ne sais pas. Mais Mathieu n'a jamais cherché à prendre une place entre Anna et moi. Je dirais plutôt qu'il a cherché à être complémentaire avec moi. Et il s'en est sorti comme un chef. Donc bref, je dirais que c'est un super papa.